Il restait une question qui tourmentait tout le monde. Comment une telle chose avait pu se produire sous les yeux des parents, des enseignants et des voisins, sans que personne ne le sache? Les premières vérifications ont montré que les filles étaient constamment en vue, fréquentaient l'école, ne manquaient jamais les cours. Leur scolarité se déroulait normalement, leurs notes étaient bonnes. Aucune plainte officielle ni signal d'alarme. Cependant, les enseignants notaient qu'elles étaient réservées et se confiaient souvent l'une à l'autre. Pendant les récréations, elles restaient à l'écart, se chuchotant des choses personnelles. Elles répondaient de manière évasive aux questions. Elles étaient tout le temps entre elles se tenaient en quelque sorte à l'écart des autres camarades, passaient leur temps libre à part. Elles restaient toujours ensemble, évitant les contacts avec les autres camarades et camarades de classe. Si l'une allait aux toilettes, l'autre la suivait. Si l'une restait après les cours, l'autre l'attendait. Cela semblait inhabituel, mais pas critique. Les écolières sont souvent amies par pair. Les enseignants n'y prêtaient pas attention. Peut-être étaient-elles simplement de très bonnes amies. Ira et Galia étudiaient bien, participaient à la vie scolaire, avaient des appréciations positives. Lors des rassemblements, elles se tenaient au premier rang, portaient des foulards de pionniers, récitaient des poèmes lors des fêtes. La seule étrangeté, les deux filles, malgré leur jeune âge, utilisaient parfois du maquillage. Elles mettaient du rouge à lèvres, soulignaient leurs yeux au crayon. Les enseignants faisaient des remarques, mais les filles continuaient. Aux questions, elles répondaient « Elles cherchent des prétendants ». « Pourquoi » demandaient leurs camarades du même âge. Elles disaient « Nous allons chercher des prétendants ». Les camarades de classe riaient. Quels prétendants à cet âge? Mais Ira et Galia parlaient sérieusement, sans rire, comme si c'était leur travail. Un incident à l'école, survenu un mois avant la tragédie, a attiré une attention particulière de l'enquête. Lors de l'action Partage avec les enfants d'autres pays, Ira, après avoir reçu une boîte de cadeaux de l'enseignante, est tombée soudainement par terre. Ce n'était pas un évanouissement. La fille s'est agrippée au ventre et a commencé à crier. Pas pleurer, mais bien crier, à gorge déployée, d'une voix perçante. C'est ainsi que l'on crie d'une douleur insupportable. Les enseignants ont dit qu'elle avait simplement hurlé, assise pendant les cours. L'enseignante a paniqué, s'est précipitée vers la fille, a voulu appeler une ambulance. Mais Ira s'est soudainement tue, s'est relevée du sol et a dit que tout allait bien. Elle avait juste eu mal au ventre, mais c'était passé. L'enseignante a hésité, mais la fille a insisté. Elle est retournée à sa place, s'est assise à son pupitre. Le visage pâle, les lèvres serrées. Mais elle est restée silencieuse. Et le cours a repris, comme si de rien n'était. Il s'est avéré plus tard que si l'enseignante avait insisté pour un examen médical, la tragédie aurait pu être évitée. Les médecins auraient découvert des traces de mauvais traitements. Une enquête aurait été ouverte. Les filles auraient été sauvées. Mais l'enseignante n'a pas insisté. Elle a cru que c'était simplement un mal de ventre. Les écoliers ont souvent des petits bobos. Et elle a manqué la seule chance. Les enquêteurs ont également établi qu'Ira avait l'air maladive ces derniers temps. Des cernes sous les yeux, une peau pâle, une démarche courbée. Elle grimaçait parfois, comme si marcher lui était douloureux. Mais les parents ne se sont pas adressés au médecin. Pourquoi ? À ce moment-là, cette question n'intéressait personne. Plus tard, elle deviendrait cruciale. Les enseignants racontaient. Elle criait littéralement de douleur et de colère pendant les cours, mais pendant des mois, tout le monde avait ignoré cela. La directrice adjointe disait qu'elle avait voulu appeler la mère plusieurs fois, mais avait toujours reporté. La professeure principale pensait que la fille traversait peut-être des changements liés à l'âge et que c'était des changements physiologiques normaux. Tout le monde trouvait des explications. Tout le monde se rassurait. Personne ne voulait s'immiscer dans une famille étrangère. Immédiatement après la découverte des victimes, la mère d'Ira
Valentina Korneva, a commencé à être interrogée. La femme a été conduite au bureau de l'enquêteur vers 22 heures. Elle est entrée, regardant autour d'elle. Les yeux rouges de larmes, mais un regard étrange. Pas seulement de la douleur, quelque chose d'autre. La question principale, si sa fille allait mal, pourquoi n'avait-elle pas emmené sa fille chez le médecin? La femme affirmait qu'elle soignait elle-même sa fille mieux que n'importe quel médecin et qu'elle n'avait pas besoin d'assistance médicale. Elle parlait avec assurance, même avec défi. Elle gesticulait, haussait le ton. « Je suis une mère, je sais mieux ce dont ma fille a besoin. » L'enquêteur la regardait en silence. Un homme expérimenté qui en avait vu d'autres. Il sentait que quelque chose n'allait pas. La douleur de la mère semblait feinte, trop démonstrative. Le comportement de la mère commença alors à paraître suspect. Les agents ont commencé une vérification concernant Valentina Korneva et son mari, qui était le beau-père d'Ira. L'hypothèse était simple. La mère savait ce qui se passait. Peut-être même y participait-elle. Le motif, inconnu, mais cela restait à élucider. Cependant, il fut bientôt révélé que, pendant les 2 dernières semaines, les époux se trouvaient chez des parents dans la région de Kalinine. Ils étaient partis le 10 mai, revenus le 26, déjà après la découverte des corps. L'alibi était en béton. Les proches l'ont confirmé, des témoins les avaient vus à la gare. C'était la mère du beau-père qui s'occupait de la fille, une femme âgée de 70 ans. Faible, elle voyait et entendait mal. Ira pouvait aller n'importe où, la grand-mère ne l'aurait même pas remarqué. Les parents de Galia, la deuxième victime, avaient également un alibi en béton. Le père travaillait en équipe de nuit à l'usine de conditionnement de viande, la mère était femme de ménage à l'école. Des dizaines de témoins confirment leur présence sur leur lieu de travail. Mais qui avait commis cet horrible crime? Et c'est alors que le groupe d'enquête opérationnelle a reçu une information importante. Les écolières avaient été vues pour la dernière fois près de l'usine de conditionnement de viande. Une fille de la maison voisine a raconté « Elle avait vu Ira et Galia le matin du 24 mai. Elle se dirigeait vers l'entreprise. » Les écolières, qui jouaient souvent à proximité, ont affirmé « Elles avaient vu Ira et Galia emporter des sacs de l'enceinte de l'usine. Lourds, à en juger par la façon dont les filles marchaient, lentement, avec précaution. » Et puis, une Volga noire venait les chercher. La voiture s'est approchée, les filles sont montées et sont parties. Où? Inconnu. Et beaucoup de filles ont raconté à l'enquête qu'effectivement, dans une Volga noire, un oncle en lunettes noires faisait monter les filles, les emmenait quelque part, les baladait quelque part. L'affaire a commencé à prendre de l'ampleur. Des témoins et des preuves sont apparus. Beaucoup de filles confirmaient. Effectivement, dans une Volga noire, un homme en lunettes noires les faisait monter en voiture et les emmenait quelque part. Cela avait été vu à plusieurs reprises, parfois 2 à 3 fois par semaine. Quelqu'un disait que l'homme leur donnait des bonbons, quelqu'un racontait qu'il les baladait en ville. Personne ne parlait de mauvais traitements, soit par peur, soit parce qu'elles ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Lors d'une réunion ultérieure, une hypothèse a été avancée qui, à l'époque, semblait presque incroyable. Il existait à Ladéinoïpol un club secret de personnes aux dangereux penchants. L'un des enquêteurs a ricané « Quel club dans une ville perdue ?» Mais le responsable était sérieux. Les faits parlaient d'eux-mêmes. Contraintes systématiques, plusieurs participants, une Volga noire, conspiration. Mais comment une telle chose était-elle possible? De telles réunions exigent une conspiration particulière. Il fallait un lieu de rencontre. Il fallait être sûr que personne ne verrait, ne rapporterait rien. Et surtout, il fallait une audience. Les filles ne sortent pas de nulle part.
De plus, il fallait une couverture pour se protéger de la milice. Quelqu'un d'influent, quelqu'un qui pourrait étouffer l'affaire si quelque chose tournait mal. Ils ont immédiatement commencé à vérifier toutes les Volgas noires de la région. Il y en avait plusieurs. Elles appartenaient au comité de district du parti, au comité exécutif de district et à l'usine de conditionnement de viande. La Volga, à l'époque, n'était pas une voiture pour les gens ordinaires. C'était soit la nomenclature du parti, soit les directeurs d'entreprise. Une personne ordinaire ne conduisait pas une telle voiture. Les agents ont fouillé minutieusement les entreprises. Les recherches ont duré plusieurs jours. Ils ont vérifié chaque local, chaque bureau, chaque entrepôt. Elles n'ont abouti à rien, à part le fait que le directeur de l'usine de conditionnement de viande y stockait des saucissons volés, peut-être une demi-tonne. Il n'y avait rien d'autre de particulier. Le directeur de l'usine de conditionnement de viande a rougi lorsque sa cache a été découverte. Il a tenté de se justifier, disant que c'était pour les vétérans, pour les jardins d'enfants. Mais tout le monde comprenait. Il volait simplement des produits et les vendait au marché noir. Il a été démis de ses fonctions. Une affaire criminelle a été ouverte. Mais cela n'avait aucun lien avec la mort des filles. Bientôt, avec l'aide d'informateurs, 2 femmes ont été identifiées qui, selon des témoignages, avaient parlé à Ira et Galia quelques heures avant leur disparition. Les 2 travaillaient à l'usine de conditionnement de viande, l'une comme emballeuse, l'autre au service de la chambre froide. L'une de ces femmes a été désignée comme leur ayant spécifiquement donné des sacs. Des sacs, apparemment, avec quelque chose, des produits, peut-être. Les employés de l'usine de conditionnement de viande ont été arrêtés à 5 heures du matin. Ils sont arrivés chez elle alors qu'elle dormait encore. Toutes 2, des femmes d'âge moyen, avec des familles, des travailleuses ordinaires. Mais elles ont catégoriquement nié toute implication. Elles n'avaient donné aucun produit, n'avaient pas vu de Volga noire. L'une d'elles a même commencé à pleurer, jurant qu'elle ne savait rien. Qui pouvait confirmer ou infirmer leur dire? Un des habitants de l'Adéinoye Pollet travaillait à l'usine de conditionnement de viande comme une sorte de gardien. Sa maison était située près de la guérite. Chaque matin, il sortait dans la cour à 5 heures, fumait, regardait qui allait travailler. Il observait souvent la guérite dès l'aube. Il connaissait tous les employés de vue, remarquait les étrangers. Un homme âgé, méticuleux, attentif. C'est lui qui a fourni des informations importantes. Lors de l'interrogatoire, l'homme a raconté. Des amis venaient effectivement prendre des produits. Il l'avait vu plusieurs fois. Les filles s'approchaient de la fenêtre de l'entrepôt où on leur passait des sacs, avec du saucisson apparemment, ou de la viande. Cependant, il ne s'agissait pas des filles décédées, mais de la fille et de la nièce d'une des employées de l'usine, des enfants complètement différents. Celles qui avaient disparu, il ne les avait jamais vues. Cette découverte inattendue a mis l'enquête dans une impasse. Encore une impasse, encore une fausse piste. Littéralement, toute la ville s'est activement impliquée dans la recherche du mystérieux criminel. Les habitants de l'Adéinoïpol étaient tendus, méfiants. Les mères accompagnaient leurs filles à l'école et les attendaient après les cours. Personne ne les laissait se promener seuls. Les journaux écrivaient quotidiennement sur l'homme aux lunettes noires dans la Volga. Ils publiaient un portrait robot, appelaient les témoins à signaler toute information. Le téléphone du poste de garde ne cessait de sonner. Une attention particulière a commencé à être portée aux personnes atteintes de troubles mentaux et aux récidivistes. Ils ont vérifié tous ceux qui avaient été impliqués dans des crimes contre la moralité, des mauvais traitements ou des actes de hooliganisme avec usage de la force. Le procureur se souvient. Des adolescents appelaient et rapportaient
Dans le parc culturel, un homme commettait des actes indécents. Une patrouille se déplaçait, attrapait ce type. Il demandait « Avez-vous ôté la vie aux filles ?» Il répondait « Non ». Il vérifiait, ce n'était pas lui. En une semaine, l'Adéinois Paul a été débarrassé de toutes les personnalités suspectes. Des exhibitionnistes, des individus louches, des petits délinquants, tous ont été contrôlés, tous interrogés. Certains ont été emprisonnés pour d'anciennes affaires, d'autres ont été expulsés de la ville. Mais le criminel n'a toujours pas été retrouvé. Les agents ont examiné les dossiers médicaux de tous les habitants de la ville, ont vérifié les données sur les accidents du travail de ces dernières années. Ils cherchaient une cicatrice sur le visage, c'était le principal signe distinctif. Bientôt, l'attention s'est portée sur un habitant local du nom de Nelov. Son dossier mentionnait une blessure au visage subie 3 ans auparavant. Viktor Nelov, né et élevé à Moscou. Parmi ses connaissances, il portait le surnom de Moskvitch, le moscovite. Il parlait avec un accent moscovite caractéristique, fier de son origine citadine. Précédemment, condamné 2 fois pour vol et falsification de documents. À ce moment-là, il ne travaillait nulle part, menait une vie asociale. Il louait une chambre dans une colocation, vivotait de petits boulots occasionnels, buvait beaucoup. Mais le plus important, le signe distinctif particulier de Viktor, une cicatrice sur le visage, longue, de la tempe au menton, une trace de couteau reçue lors d'une bagarre. Bientôt, un témoin a été retrouvé qui avait vu Nelov, accompagné de 2 filles, marcher dans la rue Marx en direction de la rivière Svir. Un retraité, ancien militaire, avec une bonne mémoire des visages. L'homme a identifié Ira et Galia sur les photographies sans hésitation. Il s'est même souvenu de ce qu'elles portaient. Ira en robe bleue, Galia en chemisier blanc et jupe. L'heure, vers 13h le 24 mai, le jour de la disparition. Il convient de noter, c'est grâce aux publications dans les journaux et aux nouvelles que de nombreuses personnes se sont présentées au poste de milice et ont fourni des témoignages précieux. Quelqu'un avait vu les filles ici, quelqu'un d'autre là. Le parcours de leurs derniers jours s'est progressivement reconstitué. Quelques heures plus tard, Nelov a été immédiatement arrêté. Ils l'ont trouvé dans la même chambre où il vivait. Il était assis sur le lit, buvant de la vodka directement à la bouteille. Il a vu les miliciens, il n'a même pas été surpris, comme s'il s'y attendait. Mais il a nié sa présence en ville ces jours-là. Il a affirmé avoir été ivre les 2 dernières semaines, ne se souvenant de rien. Il aurait pu aller quelque part, parler à quelqu'un, mais il ne s'en souvenait pas. Une position commode pour un suspect. L'alcool efface la mémoire. Pas de mémoire, pas de responsabilité. Les enquêteurs ont interrogé les résidents de l'immeuble de la rue Marx et ont trouvé un autre témoin précieux. Une femme qui vivait au rez-de-chaussée a regardé par la fenêtre et a vu Nelov faire monter les jeunes filles dans une voiture. Une Volga noire. Elle n'a pas retenu le numéro d'immatriculation, mais s'est souvenue que le chauffeur portait des lunettes noires et une chemise claire. La voiture est partie en direction de la périphérie de la ville. Cela confirmait la thèse d'un club secret de personnes ayant des penchants criminels. Nelov était le rabatteur. Il attirait les jeunes filles, les faisait monter dans la voiture, les emmenait quelque part. Et là, les autres participants. Nelov, bien sûr, niait tout et se comportait de manière très rusée. Lors des interrogatoires, il s'asseyait, avachi sur sa chaise, et souriait. Il affirmait ne se souvenir de rien, peut-être était-il ivre. L'enquêteur a perdu patience plusieurs fois, il a élevé la voix. Mais Nelov répétait imperturbablement la même chose. « Je ne me souviens pas.
J'étais ivre, peut-être que je suis allé quelque part, je ne sais pas. Cependant, le véritable lieu du crime restait encore inconnu. La voiture aurait pu emmener les jeunes filles dans les localités voisines. Dans un rayon de 50 km se trouvaient plusieurs villages et dachas. Cela élargissait considérablement le cercle des recherches pour les autres criminels. L'affaire ne s'arrêtait pas une minute. Les enquêteurs travaillaient 24 heures sur 24, dormaient 3 ou 4 heures et mangeaient sur le pouce. Pour ne manquer aucune piste, chaque version était explorée jusqu'au bout. Vladimir Fomin, résident d'un des appartements communautaires de Ladéinoï-Polier, faisait bouillir de l'eau pour le bain le samedi soir, lorsque des policiers sont venus le voir. Il a ouvert la porte, a vu 2 agents, et son visage a changé. Il a pâli, ses yeux se sont affolés. Au cours de l'enquête, il a été révélé. 1 an auparavant, Fomin était le voisin d'Ira Korneva dans l'appartement communautaire. Ils vivaient mur à mur, une fine cloison, tout était audible. Après cela, la mère et le beau-père de la jeune fille ont obtenu un nouvel appartement et ont déménagé. Ils sont partis rapidement, en une seule journée. Les voisins disaient que Valentina était pressée, comme si elle fuyait quelqu'un. Il est intéressant de noter que Fomin avait été condamné 3 fois. Chaque fois, il sortait de prison et y retournait. Fomin est un récidiviste, dit l'enquêteur. Dans sa jeunesse, il avait été impliqué dans un crime collectif contre la personne. C'était dans les années 50. Il avait alors été condamné à 15 ans, une longue peine pour l'époque. Il a purgé 15 ans et est sorti un homme déjà âgé. Il aurait dû, semblait-il, se racheter, mais non. Peu après sa libération, il a été condamné pour des actes inacceptables envers une écolière, sa voisine. Il l'a attirée chez lui, lui promettant de lui montrer des chatons. Il a écopé de 3 ans. Ayant étudié la biographie du suspect, les agents étaient certains. C'était Fomin qui était impliqué dans le crime brutal. Tout concordait, les condamnations antérieures, le voisinage avec Ira, sa réputation. Il est immédiatement arrêté. On l'emmène au bureau de l'enquêteur. Fomin s'assied, la tête baissée. Ses mains sont posées sur ses genoux. Il ne dit rien. L'enquêteur pose une question. « Où étiez-vous le 24 mai ?» Fomin répond « Chez moi. Je faisais des réparations dans ma chambre. Je peignais le plafond, blanchissais les murs. Je ne suis pas sorti de toute la journée. » Il restait une question. Qui peut le confirmer? Fomin répond « Ma femme. Elle était à la maison, elle a vu. » Pendant l'interrogatoire, l'épouse du suspect a été amenée 1 heure plus tard. La femme est entrée dans le bureau, s'est assise en face de l'enquêteur. Elle a posé ses mains sur la table, regardant droit devant elle. Elle déclare que les témoignages de son mari ne correspondent pas à la réalité. Elle le dit fermement, sans hésitation. L'épouse a raconté. Le jour de la disparition des jeunes filles, le 24 mai, Fomin est rentré chez lui vers 3 heures de l'après-midi. Il a immédiatement verrouillé la porte d'entrée à clé et l'a bloquée avec un balai, afin que personne ne puisse entrer, même avec une clé. Il a strictement interdit à sa femme de laisser entrer qui que ce soit. Si quelqu'un frappait, elle devait dire qu'il n'était pas à la maison. Si on appelait au téléphone, elle devait dire qu'il était parti chez des parents. Il la forçait à répéter ces phrases jusqu'à ce qu'elle les mémorise par cœur. Puis, Fomin a enlevé une chemise tachée. Sa femme a vu, elle était pleine de taches sombres. Il a commencé à la nettoyer directement dans la chambre, sans attendre la nuit. L'ancien criminel avait inventé un moyen de changer la couleur du tissu à l'aide d'une teinture à bois, un produit utilisé habituellement pour traiter les articles en bois. Il avait lu quelque part que la teinture masquait les taches. Il a versé de la teinture dans une bassine, a fait tremper la chemise. Le tissu a commencé à noircir, à changer de couleur. Fomin était satisfait. Il pensait que les traces avaient disparu.
Famine, semi-analphabète, ne savait pas. La teinture à bois non seulement changerait la couleur du tissu, mais fixerait aussi les taches, empêchant de les laver. Une réaction chimique. La substance entrait en contact avec la teinture et restait à jamais dans les fibres. Suite à l'expertise, des traces sombres ont été découvertes sur la chemise reteinte. Le groupe sanguin correspondait à celui d'Ira, la victime. L'analyse ADN n'existait pas à l'époque, mais le groupe et le facteur Rhésus correspondaient. Famine a été arrêté, mais il n'a pas reconnu sa culpabilité jusqu'au bout. Vladimir niait tout, disant que c'était une calomnie. Sa femme se vengeait de lui pour les coups. Elle mentait pour se débarrasser de lui. Quant à la chemise, il avait simplement versé du vin dessus, c'est pourquoi il l'avait teinte. Sa silhouette ne correspondait pas à l'image des organisateurs du crime. Un ancien criminel, un alcoolique chronique, un élément déclassé. Il vit dans un coin d'un appartement communautaire, subsistant de petits boulots. Il était difficile de croire que des personnes d'un statut social si bas puissent organiser une telle chose. La contrainte systématique, la conspiration, une voiture, un lieu de rencontre, cela exige des ressources. Lors des interrogatoires, Vladimir se ferme et cesse de répondre aux questions. Il reste assis, fixant un point. Ses lèvres sont serrées. Il se tait. L'enquêteur tente différentes méthodes. Il fait pression, menace de longues peines. Puis il passe à la douceur, promet l'indulgence. Mais Famine se tait, comme s'il s'était éteint. Pendant ce temps, les agents vérifient tous les habitants de l'Adéinoïpoli et des villes environnantes qui avaient déjà été impliqués dans des affaires de comportement indécent, de crimes graves et d'homicides. La liste était longue. Il s'est avéré que plus de 50 personnes avec des condamnations pour des crimes similaires vivaient dans la région. Cette ville relégation montrait son vrai visage. Une attention particulière est accordée aux voisins, amis et connaissances des détenus Famine et Nelov. Qui faisait partie de leur cercle? Avec qui buvaient-ils? Chez qui allaient-ils? Et c'est alors qu'un signal arrive de la ville voisine de Podporojie. Une femme est allée cueillir des champignons dans la forêt tôt le matin. Elle s'est éloignée de la route de 300 mètres, s'enfonçant dans le fourré. Et soudain, elle a vu un homme qui se tenait derrière un arbre et se comportait de manière inappropriée. La femme a eu peur, a voulu s'enfuir. Mais l'homme l'a remarqué, s'est précipité à sa suite. Il l'a rattrapé, l'a attrapé par le bras. Il a tenté de lui faire subir ce qui humiliait sa dignité, en pleine forêt. La femme a réussi à le convaincre de renoncer à son intention. Elle a dit qu'elle avait sa famille à la maison, que son mari l'attendait. Elle a promis de ne rien dire à personne. L'homme a hésité, puis l'a relâché. La femme est rentrée chez elle en pleurs. Le soir, elle en a parlé à une amie. L'amie, l'épouse d'un policier. Elle a tout de suite compris qu'il fallait le signaler. Le lendemain, l'information est parvenue aux enquêteurs de Leningrad. L'implication de l'homme a été vérifiée immédiatement. Il s'agissait de Sergueï Myakishev, 40 ans, qui travaillait comme cordonnier dans un centre de services ménagers. Un local, il avait vécu toute sa vie à Podporojie. Un homme tranquille, effacé. Les voisins disaient « étrange, mais pas dangereux ». Myakishev avait déjà été condamné. Petit, bossu, avec un visage désagréable. Il marchait toujours courbé, évitait de regarder dans les yeux. Quand ils ont commencé à vérifier son passé, une chose terrible a été découverte. 20 ans plus tôt, il avait contraint une personne vulnérable à une situation accablante qui lui avait laissé une trace à vie. Elle était sans défense. Puis, il a fait en sorte qu'elle ne soit plus, en utilisant sa cravate de pionnier. Il avait simulé un geste désespéré. À l'époque, l'affaire avait presque été résolue, mais il manquait de preuves. Il avait été condamné à 10 ans pour mauvais traitement, mais l'irréparable n'avait pas pu être prouvé. Comme s'en souviennent les enquêteurs, c'était horrible.
lire les documents de cette affaire, regarder les photos, comprendre que cet homme était en liberté. Les agents ont commencé à travailler sur Miyakichev, en vérifiant son entourage. Ils ont mis en place une surveillance extérieure, ont écouté les conversations téléphoniques, ont vérifié ses connaissances. Il a vite été révélé quelque chose de choquant. Il avait proposé à son ami de trouver un adolescent sans abri et sans défense contre de l'argent. Il était prêt à payer 500 roubles, une somme énorme pour l'époque. Le but, le transformer en un esclave docile, le garder chez lui, l'utiliser comme bon lui semblait. L'ami a refusé, mais Miyakichev a continué à chercher quelqu'un pour le faire. Sergueï Miyakichev, déjà condamné, avait passé 16 ans en prison. Il était sorti un homme mûr et avait trouvé un emploi de cordonnier. Il vivait seul, ne laissait personne entrer chez lui. Un homme secret, renfermé. Il s'abonnait et lisait secrètement un magazine médical. Pourquoi un cordonnier aurait-il des magazines médicaux? Les voisins étaient perplexes, mais n'y prêtaient pas attention. Miyakichev a été immédiatement arrêté tôt le matin. Ils sont arrivés à 6 heures, ont enfoncé la porte. Il dormait, s'est réveillé au fracas. Il a vu les policiers et a tout de suite commencé à se justifier, bien qu'on ne lui ait encore rien demandé. Lors de l'interrogatoire, il a nié toutes les accusations. « Je ne connais aucune jeune fille, je n'ai enlevé ni contraint personne. Les jours de la disparition, j'ai coupé du bois de chauffage, j'en ai préparé 2 mètres cubes entiers. Vous pouvez vérifier, ils sont dans ma cour. » Les enquêteurs sont sortis dans la cour. Effectivement, il y avait du bois, soigneusement empilé. Mais étaient-ils frais? Quand avaient-ils été coupés? Ils lui ont proposé de reproduire ses actions. Ils lui ont donné une scie et ont dit « Montre-nous comment tu as coupé ». Miyakichev a pris la scie, s'est approché d'un arbre. Il a fait quelques mouvements, simulant le travail. Mais on voyait, ces mouvements étaient incertains, inhabituels. Une personne qui aurait vraiment coupé 2 mètres cubes se serait déplacée différemment. 1 minute plus tard, il s'est arrêté, a jeté la scie. Il a dit « Bon, il n'y a rien eu, je n'ai pas coupé ». Il a avoué si simplement, comme s'il s'agissait d'un petit mensonge. Et c'est alors qu'il a commencé à avouer, mais très étrangement. Le discours de Miyakichev était incohérent, composé de démagogie et de phrases absurdes. Il parlait par fragments, sautait d'un sujet à l'autre. Tantôt il commençait à raconter son enfance, tantôt il passait à la politique, tantôt il revenait aux jeunes filles. Pendant près d'1 mois, les enquêteurs lui ont arraché des faits concrets, se frayant un chemin à travers son verbiage. Chaque interrogatoire durait plusieurs heures. Ils enregistraient tout, puis analysaient, cherchaient des pistes. Finalement, Miyakichev a avoué qu'il n'avait pas participé au massacre lui-même, mais qu'il savait où cela s'était produit. Il était présent, mais il ne faisait que regarder. Il n'a pas touché les jeunes filles, il ne faisait que regarder. Il a désigné un garage le long de la rivière Svir, métallique, rouillé, abandonné. Autrefois, on y réparait des voitures, mais c'était abandonné depuis longtemps. Quand le local a été ouvert, les agents ont minutieusement inspecté chaque recoin. Ils cherchaient des traces de ce qui s'était passé, des cheveux, des lambeaux de vêtements, mais rien. Le garage était vide et propre. Aucune trace suspecte. Et Miyakichev, se tenant à côté, souriait avec délectation aux enquêteurs. Il savourait leur perplexité. Il est devenu évident, il menait l'enquête en bateau, il jouait avec eux, il prenait plaisir à contrôler la situation. La distance entre Leningrad et Ladeinoi-Polière, plus de 200 km. Une longue route par des pistes ruraux, à travers forêts et marais. Mais c'est précisément cette ville qui était devenue un lieu d'exil pour les éléments indésirables,
Alcooliques, criminels, meurtriers. La politique était simple, les éloigner de la capitale pour qu'ils ne gâchent pas le tableau. Quand le travail a commencé avec les premiers suspects, Nelov, Famine et Myakitchev, les enquêteurs ont été confrontés à un problème inattendu. Parmi leurs connaissances se trouvait une multitude de personnes déjà condamnées et arrêtées. Tout un réseau. Ils se connaissaient, buvaient ensemble, s'aidaient à dissimuler les crimes. Et quand les interrogatoires ont commencé, beaucoup d'entre eux ont tenté de semer la confusion dans l'enquête avec de faux témoignages. Ils se donnaient mutuellement des alibis, ils se protégeaient. Ils se sont tus sur des détails importants. Au cours de l'enquête, un autre connaissance des suspects a pu être identifié, Leonov, déjà condamné pour hooliganisme et vol. Un homme trapu d'une 40aine d'années. Il travaillait comme docker à la gare. Une question s'est posée. Ne faisait-il pas partie du club secret de personnes au penchant dangereux? Mais d'où venait la voiture dans laquelle les jeunes filles avaient été mises le jour de leur disparition? À qui appartenait-elle? Qui était au volant? Les agents, utilisant leur habileté et jouant sur les contradictions dans les témoignages, ont réussi à obtenir de Myakitchev des informations précieuses. C'était le travail d'un psychologue, pas d'un enquêteur. Seul un psychiatre a pu établir un contact avec cet homme. Un spécialiste de l'hôpital régional a été sollicité. Il a discuté avec Myakitchev pendant plusieurs jours, gagnant sa confiance. L'enquêteur ne pouvait pratiquement rien faire. Lors des interrogatoires ordinaires, Myakitchev se refermait, se retirait dans son monde. Nonobstant les difficultés, il fut possible de le faire craquer. Et sa déclaration choqua toutes les personnes présentes. Il affirmait « Le club secret existait bel et bien ». Il incluait des criminels, Famine, Nelov, Leonov, mais pas seulement eux. Des agents de la milice en service participaient au club. Myakitchev donna les noms et les postes. Les enquêteurs échangèrent un regard. Si c'était vrai, le scandale serait énorme. Quant à l'ordre d'ôter la vie aux filles elles-mêmes, selon Myakitchev, il avait été donné par la mère d'Ira, Valentina Korneva. Elle était allée voir Famine et lui avait dit « Débarrassez-moi de ce problème ». Elle lui avait proposé de l'argent. Le groupe opérationnel d'enquête commença à démêler cet écheveau dans lequel s'entremêlaient égoïsme, bassesse et trahison. Chaque nouvel interrogatoire révélait des détails de plus en plus horribles. La mère d'Ira travaillait comme serveuse au café Berioska, un établissement situé dans la rue centrale, un endroit populaire. Elle rentrait souvent tard, entre 10 et 11 heures du soir. Il n'était pas rare qu'elle rentre ivre. Les voisins l'entendaient trébucher dans l'escalier, laisser tomber ses clés et avoir du mal à ouvrir la serrure pendant longtemps. Elle essayait de refaire sa vie. Après son divorce avec son premier mari, elle était restée avec Ira. Elle cherchait un nouveau partenaire, allait danser, rencontrait des hommes. Le voisin de son appartement communautaire s'avéra être le criminel Famine, avec un intérêt trouble pour ceux qui manquent de défense. Il vivait de l'autre côté du mur, observait Valentina, étudiait son emploi du temps. Un jour, alors que la mère n'était pas à la maison, Famine profita de la situation. Valentina était partie chez une amie pour le week-end, laissant Ira sous la surveillance d'une voisine. Mais la voisine était sortie faire des courses. Ira, qui était sans protection, dut traverser une épreuve qui la dépassait. Famine l'attira chez lui en lui promettant de lui montrer des chatons. Il fit en sorte qu'il soit isolé. La mère remarqua bientôt que quelque chose d'inquiétant se passait avec Ira. La petite fille devint renfermée, évitait le contact visuel, sursautait au moindre bruit. La nuit, elle se réveillait en criant. Un jour, Valentina rentra chez elle plus tôt que d'habitude. Elle avait été renvoyée du travail en raison d'une coupure d'électricité.
Elle ouvrit la porte et entendit des pleurs provenant de la chambre de Famine. Elle fit irruption et découvrit Ira dans un coin, échevelée, les yeux rouges. Famine se tenait près de la fenêtre, boutonnant sa ceinture. Valentina tenait une bouilloire. Elle faisait bouillir de l'eau dans la cuisine. Elle la leva au-dessus de sa tête, prête à l'abattre sur Famine, prête à tuer l'agresseur de sa fille. Famine, sans se démonter, la prévint. « Si tu fais du bruit, tu ne referas jamais ta vie. » Il le dit calmement, sans émotion, comme une simple constatation. À cette période, Valentina avait rencontré un agent de la milice, l'inspecteur du centre de dégrisement Cornève, un homme sérieux, non buveur, avec un bon salaire. Prête à se marier, et elle se préparait à l'épouser. La date était déjà fixée, la table réservée au restaurant, les alliances achetées. Famine menaçait de ruiner ses projets. Il disait qu'il viendrait au mariage et raconterait aux fiancés quel genre de mère elle était, comment elle laissait sa fille seule, comment sa fille allait chez les voisins. En racontant à son futur mari son passé et le fait qu'elle ne s'occupait pas bien de sa fille, Famine pouvait faire échouer le mariage. Craignant la publicité, la femme garda le silence. Elle endura. Elle ferma les yeux sur ce qui arrivait à sa fille, pourvu qu'elle préserve son bonheur personnel. Lors de l'interrogatoire, elle raconta sa situation avec émotion. Elle agitait les mains, roulait des yeux, tantôt elle élevait la voix, tantôt elle passait au chuchotement. « Mais que pouvais-je faire à ce bandit » cria-t-elle. « Il me menaçait, il disait qu'il détruirait ma vie. » Les enquêteurs comprirent aussitôt qu'elle était une actrice, une manipulatrice expérimentée. Tantôt elle fondait en larmes, essuyant ses pleurs avec un mouchoir. Tantôt elle riait hystériquement, se souvenant d'un détail. Et puis de nouveau, elle pleurait pour sa fille, se lamentant. Peu après, Valentina se maria et donna naissance à un fils. Cornef était heureux, enfin une famille complète. C'est alors que Famine conçut son plan cruel, un plan qui rendrait Cornef définitivement dépendant. Un jour, alors que le beau-père d'Ira, Cornef, rentrait ivre à la maison après une soirée d'entreprise, Famine profita de l'occasion. Il vint rendre visite, apporta une autre bouteille. Ils burent. Cornef devint ivre au point de perdre connaissance. Il s'effondra sur le lit, tout habillé. Et Famine plaça sa belle-fille dans son lit, après l'avoir préalablement contrainte à des actes qui l'avaient traumatisée. Le matin, Cornef se réveilla et découvrit Ira à ses côtés. Au début, il ne comprit pas ce qui se passait. Puis, il réalisa et il se glaça. Famine l'attendait déjà dans le couloir. Il souriait. Il expliqua la situation. Il dit que maintenant Cornève était un criminel comme lui. Et si jamais ça se savait, il serait poursuivi en vertu de l'article. Bien que les criminels aient affirmé plus tard que la petite fille ne s'était pas du tout débattue, tous comprennent. Elle avait peur de contredire des hommes adultes. Celui qui est encore petit ne peut pas s'opposer aux adultes. À partir de ce moment-là, Cornève se retrouva sous la dépendance du criminel. Il fut contraint de garder le silence sur ses crimes. De plus, il fut contraint d'aider. Plus tard, Valentina elle-même en prit connaissance. Famine le lui raconta avec délice, savourant les détails. Il observait son visage changer. La mère comprit. La petite fille était maltraitée non seulement par le voisin, mais aussi par son second mari. Elle aurait pu aller à la milice. Elle aurait pu dire la vérité, sauver sa fille. Mais elle ne voulait pas perdre son mari. Elle ne voulait pas détruire sa nouvelle famille. C'est pourquoi elle fermait simplement les yeux. Elle faisait semblant de ne rien savoir. De plus, il était un agent de la milice en service. Qui la croirait contre lui? Qui prendrait son parti? La mère comprit.
Si la vérité éclatait, elle perdrait et son mari, et sa réputation, et son nouvel appartement. Elle se retrouverait sans rien. Elle avait eu la chance de démasquer les criminels, mais elle préféra se taire. Elle préféra son propre bien-être à la vie de sa fille. Bientôt, un groupe entier d'individus douteux se forma chez l'ami de Famine. Ils se réunissaient les week-ends quand la femme de l'ami partait chez des parents. Outre Famine, Nelov et Miakyshev, le groupe incluait Leonov et Efimov. Ce dernier, un homme âgé d'environ 60 ans, qui se faisait passer pour un invalide de guerre. Il portait l'ordre de l'Étoile rouge, racontait des histoires du front. Tous le respectaient, l'aidaient, lui cédaient leur place dans le bus. C'est lui qui possédait une voiture, une Volga noire, reçue de l'État en tant que vétéran. La voiture offrait une liberté de mouvement, la possibilité d'emmener les filles hors de la ville, là où personne ne les verrait. Lorsque l'enquêteur vint voir le procureur pour obtenir un mandat d'arrêt contre Efimov, celui-ci n'en crut pas ses oreilles. « Tu as perdu la tête d'arrêter un tel homme » cria le procureur. « C'est un héros de guerre, tu te rends compte de ce que tu fais ?» Mais l'enquêteur insista. Il montra les éléments du dossier, les témoignages. Le procureur, après les avoir lus, pâlit. Il signa le mandat en silence. Les criminels brisèrent rapidement la psyché de la petite Ira. Elle commença à percevoir ce qui se passait comme une chose normale, comme une norme de vie. Elle ne résistait pas, ne pleurait pas, ne se plaignait pas. De plus, elle amena même son amie Galia. Elle lui raconta qu'il y avait des oncles qui donnaient de l'argent et des bonbons. Galia accepta d'y aller. C'est ainsi qu'une deuxième fillette fut entraînée dans ces jeux cruels, Galia Konina, qui fit simplement confiance à son amie. Famine trouva cela insuffisant. Une ou deux victimes, cela ne suffisait pas pour ses dangereuses fantaisies. Plus tard, il commença à facturer 25 roubles à certaines connaissances pour une visite. Il transforma le crime en affaire. Il invitait d'autres hommes, ceux qui étaient prêts à payer. Au cours de l'enquête, il fut révélé qu'une personne de rang plus élevé se rendait parfois à la maison de la périphérie. Elle arrivait en voiture de service, le chauffeur attendait dehors. Qui c'était? Il fut impossible de l'établir. Tous les membres du groupe gardèrent le silence. Soit ils ne savaient pas, soit ils avaient peur de donner le nom. La situation s'aggrava lorsqu'Ira tomba gravement malade à cause des nombreux sévices. Elle commença à souffrir d'une hémorragie interne, sa température monta et de fortes douleurs apparurent. Peu d'organismes adultes pourraient supporter de telles tortures, sans parler d'un organisme en pleine croissance. La petite fille s'affaiblissait à vue d'œil, mangeait à peine, marchait avec difficulté. L'horrible vérité pouvait éclater à tout moment. Si Ira était hospitalisée, les médecins comprendraient tout de suite. Une enquête serait lancée, tous les participants seraient arrêtés. Et les douleurs de la petite fille devenaient insupportables. Elle criait la nuit, ne pouvait pas dormir. Les voisins frappaient au mur, exigeant le silence. C'est alors que la mère d'Ira, Valentina Korneva, se décida à une chose terrible. Se débarrasser de sa fille et de son ami. Ôter la vie aux deux pour préserver le secret et sa nouvelle famille. Bien sûr, la femme raconta d'abord une autre histoire. Elle disait qu'elle avait elle-même été l'otage de la situation, que Famine l'avait menacée, forcée à se taire. Elle aurait organisé le meurtre de sa fille pour la libérer de ses tourments. Par pitié, par amour, pour que la petite fille ne souffre plus. Mais non, l'enquête établit la vérité. La femme devint l'organisatrice et la commanditaire du meurtre de sa propre fille, pour se préserver, elle et son mari, d'une inculpation pénale, pour préserver sa famille, son appartement, sa vie tranquille.
Elle trouva l'exécuteur en la personne de Famine. Elle alla le voir, lui proposa de l'argent, 300 roubles, une somme énorme à l'époque. Famine accepta. Il en fut même ravi, il y avait une opportunité de se débarrasser des témoins et de gagner de l'argent en plus. Pour se créer un alibi, les Kornev quittèrent Ladenoï et Pollet le 10 mai. Ils dirent aux voisins qu'ils allaient voir des parents dans la région de Kalinine. Ils prirent leur petit-fils, achetèrent des billets de train. Et les autres membres du groupe criminel, le 24 mai, attirèrent les malheureuses petites filles et leur ôtèrent la vie dans la maison d'un des membres du club, dans la cave d'une vieille maison en bois à la périphérie de la ville. Famine ordonna au lieutenant Kornev de surveiller le travail des enquêteurs et de tout lui rapporter. Kornev, travaillant à la milice, avait accès à l'information. Il savait quelles pistes étaient vérifiées, qui était soupçonné. Il appelait régulièrement Famine, lui transmettait des informations. Il le prévint lorsqu'ils commencèrent à vérifier les Volgas. Il le prévint lorsqu'ils approchèrent de Nelov. Ce n'est qu'après l'arrestation de Famine et des autres qu'il devint clair. Tout le groupe ne pouvait plus échapper à la punition. Kornev fut le dernier à le comprendre, quand ils vinrent le chercher à son travail. Il était assis dans le bureau du centre de dégrisement, remplissant un registre. 2 hommes en civil entrèrent. Il leva les yeux et comprit tout de suite. Son visage pâlit, ses mains tremblaient. Les enquêteurs ne pouvaient accepter la réalité de cette histoire effroyable. Ils veillèrent sur les dossiers de l'affaire jusqu'au plus profond de la nuit, relisant les témoignages, étudiant les procès-verbaux. Ils voulaient croire que c'était une erreur, que cela ne pouvait pas exister, qu'une mère ne pouvait pas organiser l'assassinat de sa propre fille. Mais seuls les documents officiels, rédigés avec une précision sèche, confirmaient « tout cela s'était réellement produit » dans une petite ville tranquille, à la frontière de l'oblast de Leningrad. Aujourd'hui, sur les volumes archivés du dossier pénal, on peut voir les lettres capitales rouges CK. C'est une marque spéciale, apposée sur les crimes particulièrement graves. Cela indique une décision de la Cour de la peine de mort. La peine capitale. La sentence fut prononcée pour 2, Famine et Myakishev. Ils furent fusillés en 1984. L'exécution eut lieu à Leningrad, dans le centre de détention provisoire de Kresty. Le milicien Kornev reçut 15 ans de privation de liberté. Il fut destitué de son grade, exclu du parti, envoyé purger sa peine dans une colonie à régime strict dans l'Oural. Nelov et Leonov, 10 ans chacun. Efimov, le héros de guerre, reçut 12 ans. Son ordre de l'Étoile rouge lui fut retiré. L'enquête montra qu'il n'avait jamais combattu. Il avait acheté la décoration sur le marché noir. La mère de la petite fille, Valentina Korneva, passa 9 ans derrière les barreaux. Le tribunal tint compte de la présence d'un fils et fit preuve de clémence envers la femme. Certes, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi faire preuve de clémence envers une femme qui a organisé l'assassinat de sa propre fille? Après sa libération, Valentina changea de nom, partit dans une autre ville. Son fils grandit sans connaître la vérité. Elle lui raconta que sa sœur était morte d'une maladie. La tragédie de la Doneïepol en 1983 choqua tous les habitants locaux. Les gens ne pouvaient pas croire que de telles choses se produisaient à côté d'eux, dans la rue voisine, dans la maison d'à côté. Des millions de citoyens soviétiques ne se doutaient même pas de ce qui s'était passé. L'affaire fut classée secrète au plus haut niveau. Pas un mot n'apparut dans la presse, ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la télévision. Officiellement, on considérait que dans la société du socialisme développé, de tels crimes étaient impossibles. L'URSS, un pays de haute moralité, où la jeune génération est aimée et protégée. Reconnaître l'existence de tels monstres aurait signifié détruire le tableau idéologique du monde. Il était donc plus simple de se taire.
Ce n'est que plus tard, à l'époque de la perestroïka et de la glasnost, lorsque les archives commencèrent à s'ouvrir, qu'il fut révélé. En URSS aussi existaient des criminels et des monstres. Certains dossiers les concernant sont encore classifiés à ce jour. Ils sont conservés dans des archives spéciales, l'accès est restreint. Il est possible que s'y cachent les noms de personnes qui occupent encore de hautes fonctions.